Bienvenue à World Affairs in Context, tout le monde. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir à nouveau le lieutenant-colonel Daniel Davis, un officier de l'armée américaine à la retraite, avec plus de 20 ans de service, dont plusieurs déploiements en zone de combat en Irak et en Afghanistan. Le lieutenant-colonel Davis s'est fait connaître à l'échelle nationale pour avoir parlé ouvertement de la réalité sur le terrain pendant la guerre en Afghanistan, en offrant un point de vue souvent en net décalage avec le discours officiel venu de Washington. D'ailleurs, Daniel anime une excellente émission que je regarde sans faute et que je recommande vivement. Je mettrai le lien juste en dessous. Daniel, bienvenue à nouveau dans l'émission. C'est vraiment un plaisir de te revoir. Merci de dire ça et merci de m'avoir invité à nouveau. J'apprécie vraiment. Avec plaisir. Alors, je sais que tout le monde regarde de près ce qui va se passer maintenant dans la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Le cessez-le-feu est vraiment fragile, pour ne pas dire plus, et une nouvelle escalade semble se préparer. Le président Trump a déclaré sur CNBC que J.D. Vance se rendait au Pakistan, tout comme les négociateurs iraniens. Et puis, d'un autre côté, Trump a aussi dit qu'il s'attendait à conclure un accord important avec l'Iran. Mais, dans la même interview, il a ajouté qu'il s'attendait à reprendre les bombardements. Alors, selon vous, comment faut-il comprendre la situation actuelle dans cette guerre entre les États-Unis et l'Iran? Écoutez, j'étais justement au téléphone, littéralement 1 minute avant qu'on prenne l'antenne. Et pour l'instant, l'équipe de la délégation américaine n'a pas quitté Washington. J.D. Vance est toujours à la Maison-Blanche en attente. Jared Kushner et Steve Witkoff, eux, ne prenaient pas l'avion pour le Pakistan, mais pour Washington, sans doute pour des réunions avec le président Trump. Et on ne sait pas encore si l'un d'entre eux va partir ou non. Pendant ce temps, du côté pakistanais, c'est un peu la même chose. Hier soir, il y a eu toute une série de publications sur les réseaux, sur X et Telegram, de la part de plusieurs hauts dirigeants. Le ton était très défiant. Ils affirmaient que personne ne les forcerait à se rendre. Je crois que Ghalibaf a fait quelques commentaires dans ce sens. Aujourd'hui, Ghalibaf reste très énigmatique dans ses déclarations. Il ne dit rien sur le fait qu'ils iront ou non à ces négociations. Mais d'autres personnes à qui j'ai parlé à Téhéran affirment qu'il n'y a aucune preuve que qui que ce soit se rende au Pakistan, parce qu'il n'y a tout simplement pas de base pour ça. Ils disent qu'il n'y a pas de fondement, pas de conditions de départ, à moins que la Maison-Blanche ne change ses priorités de négociation, ou au moins ses positions. Dans ce cas, il n'y aurait toujours pas de raison d'ouvrir des discussions. Rien n'a changé depuis le précédent cycle à Islamabad. Et si quelque chose a évolué, c'est que les deux camps se sont encore durcis. Et oui, pour revenir à ce que tu disais il y a 1 minute, je ne suis pas sûr que Trump se soit rendu service s'il veut vraiment parvenir à un accord négocié en déclarant qu'il s'attend à commencer les bombardements dès que la trêve prendra fin mercredi. C'est dans moins de 24 heures, même un peu moins maintenant. Donc, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que les États-Unis ont clairement passé ces 2 dernières semaines à se réapprovisionner, à recharger, à se préparer, à déployer des moyens aériens supplémentaires et aussi des moyens navals dans la région. On sait aussi que l'Iran a été très actif, déplaçant du matériel d'un endroit à un autre, rouvrant certaines de ses bases militaires cachées dans les montagnes et ces fameuses villes de missiles qu'il possède. Parfois, on a frappé les États-Unis sur certaines des sorties, là où quelques lanceurs mobiles pouvaient sortir. Beaucoup de ces zones ont été réduites en décombres. Ils ont dégagé tout ça. Ils ont réparé. Donc maintenant, leurs capacités sont plus élevées. On a l'impression que tout le monde se prépare à la reprise de ce conflit.
Et puis ces 36 ou 48 dernières heures, on a vu un durcissement du ton diplomatique des deux côtés. Personne ne parle de compromis. Donc j'ai du mal à imaginer autre chose que la reprise de cette guerre. Maintenant, comment ça va se passer et qui va tirer le premier, ça reste flou. Mais il ne semble pas y avoir le moindre mouvement vers une résolution. Si je comprends bien, on n'est même pas sûr de ce que les États-Unis cherchent vraiment à obtenir dans ces négociations. Est-ce qu'on pousse encore pour une interdiction totale de l'enrichissement nucléaire ou est-ce qu'on négocie enfin avec l'Iran d'un point de vue rationnel cette fois? Donc si des négociations ont lieu, est-ce que vous pensez que ce seront de vraies négociations concrètes ou bien est-ce que c'est juste une façon de gagner du temps, jusqu'à ce que tout le monde prêt et armé est parti pour un nouveau cycle d'escalade? Je pense que le président Trump garde encore un mince espoir que les menaces fassent plier les Iraniens, qu'ils finissent par céder. C'est ce que je crois. Et si on parle des conditions, on a une assez bonne idée grâce à Jack Keane, qui était sur Fox News. Il disait en gros, zéro enrichissement, aucun soutien aux groupes alliés et pas de contrôle sur le détroit d'Ormuz. Ce sont les points principaux. Et puis plus tard, ils parleront aussi de l'interdiction des armes à longue portée. En fait, c'est exactement ce qu'ils répètent depuis le début. Et il n'y a aucune chance que l'Iran accepte ces conditions. C'est presque l'inverse exact de ce que dit la partie iranienne, qui affirme que le retraitement est un droit souverain. C'est une question de souveraineté. C'est comme le sol iranien. Il n'est absolument pas question qu'on renonce aux matériaux retraités que nous possédons. Nous n'irons pas vers un enrichissement zéro. Personne ne nous dira qu'on ne peut pas avoir d'alliés ou de relais régionaux. Et le détroit d'Ormuz ne sortira plus jamais de notre contrôle. Voilà leur position de départ, et elle est tout simplement incompatible. On ne peut même pas les rapprocher. Alors, je ne sais pas si un camp ou l'autre peut espérer autre chose qu'un retour au conflit. Et ce conflit est complexe. Ce n'est pas seulement désastreux pour l'économie mondiale, c'est potentiellement catastrophique, parce qu'il y a déjà toute une série de problèmes enracinés qui mettront des mois à se dénouer, à se résorber et à se manifester pleinement. Et chaque jour qui passe, surtout si ça dure des semaines, voire des mois, on parle d'un risque réel de dépression mondiale, comparable à celle de 1929. Et ça, c'est tout simplement catastrophique, parce qu'on parle de millions de personnes qui pourraient se retrouver soudainement confrontées à la faim. Des millions d'autres pourraient perdre leur emploi. Cela provoquerait des troubles sociaux dans de nombreux pays à travers le monde. Et nous ne serions pas épargnés non plus. Mais j'ai l'impression qu'aucun de nos dirigeants ne réfléchit aussi loin. Et ça, en soi, c'est déjà un énorme problème. Absolument. L'une des raisons pour lesquelles j'attendais vraiment cette conversation avec vous, c'est que je voulais avoir votre point de vue militaire sur une escalade qui s'est produite récemment. Le 21 avril, les États-Unis ont saisi 2 navires iraniens dans le détroit d'Ormuz. Et ces actions violant clairement plusieurs principes du droit international, notamment la liberté de navigation, l'interdiction du recours à la force et l'immunité souveraine. Alors, pour moi, et je ne prétends pas être un expert militaire bien sûr, mais en tant qu'observateur, saisir des navires iraniens pendant un cessez-le-feu, ça revient surtout à montrer sa force militaire et, en pratique, à provoquer l'Iran. Est-ce qu'il y avait de véritables objectifs militaires que les États-Unis ont atteints en saisissant ces navires iraniens pendant un cessez-le-feu? Bon, il faut remettre tout ça dans son contexte. Cet épisode est arrivé juste après que l'Iran aurait soi-disant tiré sur 2 navires juste avant. Donc à mon avis, c'était un peu une situation de coup pour coup
où chaque camp voulait montrer ses muscles, dire « on n'a pas peur de vous ». Et franchement, il faut en arriver à reconnaître, avec beaucoup de gravité, que l'état de droit, le droit international, les règles internationales, tout ça, c'est parti en fumée. Ça n'a plus aucune influence. Plus personne ne fait même semblant de les respecter. Personne, ni les États-Unis, ni l'Iran, ni aucun autre. En ce moment, la seule question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir. L'Iran a été attaqué, et ils feront tout ce qu'il faut. Ils ont montré qu'ils avaient, je dirais, à la fois la capacité d'escalade et le contrôle de la situation. Ils n'ont pas riposté immédiatement. Ils avaient prévenu à l'avance que si on les attaquait, ils viseraient un grand nombre de cibles. C'est ce qu'ils ont fait. Mais ensuite, ils ont aussi dit qu'ils pouvaient aller plus loin, qu'ils avaient d'autres moyens d'escalade, qu'ils n'avaient pas encore utilisés, sauf si on les frappait à nouveau, auquel cas, ils passeraient au niveau suivant. Et je pense que, dans le contexte où nous avons négocié un cessez-le-feu qui devait inclure la réouverture complète du détroit d'Ormuz, presque au même moment, le président Trump et le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi ont tous deux annoncé sur les réseaux sociaux que le détroit allait être rouvert. Je suis désolé. Abbas Araghchi a dit que, selon les termes sur lesquels nous nous étions mis d'accord, c'était censé être ouvert. Ensuite, le président Trump et son camp ont dit que pour eux aussi, c'était ouvert. Mais de notre côté, on a décidé de maintenir les restrictions, ce qui est complètement contraire à ce qui avait été convenu. Alors naturellement, la partie iranienne a répondu, dans ce cas, notre côté ne sera pas ouvert non plus. Et au final, personne ne fait rien, à part calculer ce qu'il peut obtenir par la force militaire ou par la contrainte. Et bien sûr, c'est la pire chose à faire. Parce que personne, qu'il s'agisse d'un responsable gouvernemental, d'un diplomate ou d'une personne ordinaire, ne réagit bien quand on lui met le doigt sur la poitrine pour lui dire ce qu'il doit faire. Il n'y a alors plus aucune coopération, plus aucune règle de droit. Plus aucune décence, plus rien. Tout ça, on dirait que ça n'existe plus aujourd'hui. Du coup, ça réduit encore les chances d'arriver à une issue acceptable, qui soit bénéfique pour tout le monde. Je savais que ça allait être très difficile, mais honnêtement, je ne vois aucun élément de fond qui pourrait faire penser que c'est sur le point de se terminer ou qu'il y a quelque chose à l'horizon. Le président Trump m'a parlé d'un grand accord ce matin, mais il n'y aura un grand accord que si c'en est un pour les deux parties. Si les deux parties arrivent en disant « je vais obtenir quelque chose que je veux et je vais donner quelque chose dont tu as besoin », alors oui, c'est la condition pour parvenir à un accord acceptable pour tout le monde. C'est ça qu'il faut viser, un accord que les Iraniens et les Américains puissent tous les deux se dire « d'accord, je peux vivre avec ça », et donc avoir une vraie motivation pour respecter leurs engagements. Mais si on se retrouve dans une situation où un camp dit simplement « tu vas faire ça », point final, alors l'autre camp va répondre « non, je ne le ferai pas ». Et dans ce cas, personne n'obtient ce qu'il veut. Ou bien, si l'autre finit par le faire, ce sera sous la contrainte, et il trichera dès qu'il en aura l'occasion. Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas durer. Et tant qu'on ne change pas notre approche, je ne vois vraiment aucune chance que cette situation trouve une solution durable, quoi qu'il arrive. Tout à l'heure, dans notre conversation, vous avez dit qu'il semble bien que nous soyons sur le point d'escalader, que ce n'est pas une question de diplomatie réelle, qu'elle ait lieu ou non au Pakistan. Ce matin, j'ai remarqué que les radars de vol montraient une activité importante de l'armée de l'air américaine en direction du Moyen-Orient, et je crois que vous l'avez mentionné aussi. Alors, quels sont les signes à surveiller? En tant qu'expert militaire, quels sont, selon vous, les indices qui montreraient que les États-Unis se préparent à frapper l'Iran?
Eh bien, le trafic aérien dont vous parlez continue presque sans interruption depuis le début du cessez-le-feu. Donc, ce dont vous parlez là, c'est juste les informations des dernières 24 heures. Et je peux vous dire, d'après certaines sources que j'ai, liées aux gens déployés sur les lignes de front, qu'ils sont prêts maintenant. Tout le monde est prêt. L'Iran est prêt. Tout est en place. Il ne manque plus qu'une décision politique, d'un côté ou de l'autre, pour rallumer la mèche et relancer les hostilités. D'un point de vue militaire, il n'y a plus rien à préparer. Vous n'allez rien voir de nouveau, parce qu'on a déjà tout vu. L'Iran n'a jamais caché qu'il se préparait. Trump, encore ce matin, s'est vanté de ses propres préparatifs qui durent depuis plusieurs jours. Donc tout le monde sait que les armées des deux camps ont rechargé, qu'elles sont prêtes à agir et qu'elles attendent simplement de savoir ce que leurs dirigeants politiques vont décider. Voilà où on en est. Le Congrès américain a donc voté 2 fois contre la limitation des pouvoirs liés à la guerre avec l'Iran en pratique. Selon vous, qui prend vraiment les décisions en ce moment au sein de l'administration Trump? Parce qu'on sait, la cote de popularité du président Trump s'effondre, elle est au plus bas. Les Américains ne veulent pas de cette guerre. Ils n'en ont jamais voulu. Et l'Iran n'était pas vraiment une menace. Alors, qui prend réellement les décisions aujourd'hui, sachant qu'il faut quand même un effort considérable, y compris financier, pour préparer une nouvelle escalade? Je me demande simplement, d'après vous, qui est vraiment derrière ces choix? Bon, prenons aussi la première partie de ce que vous venez de dire, parce que ça, vraiment, c'est quelque chose qui me reste en travers de la gorge, cette idée de l'abdication de responsabilité du Congrès des États-Unis. Notre pays a été fondé et la Constitution a été rédigée expressément, les articles 1 et 2 le disent clairement, pour qu'il y ait une séparation des pouvoirs. Le souverain ne devait pas avoir le pouvoir d'entraîner seul le pays dans une guerre, comme c'était le cas dans beaucoup d'autres nations au XVIIIe siècle. Nous ne voulions pas de ça. Alors nous avons volontairement mis en place des garde-fous entre les deux pouvoirs, et nous avons dit « seule la législature peut déclarer la guerre », justement parce que c'est une décision difficile à prendre. Ils avaient voulu rendre la chose difficile pour que, sauf si une large majorité du peuple estimait que c'était nécessaire, alors seulement leurs représentants élus voteraient en ce sens. Et c'est uniquement dans ce cas-là que le commandant en chef avait le pouvoir d'utiliser la milice ou l'armée, comme on l'appelait à l'époque. Le fait que le Congrès se soit littéralement privé lui-même de ce pouvoir est tout simplement répréhensible. Non seulement ils n'ont pas fait leur travail, qui est de déclarer ou de ne pas déclarer, mais ils n'ont même pas débattu de la situation. Ils ont refusé de le faire. Et maintenant, les seuls votes qu'ils ont tenus ont servi à se rendre impuissants, à ne pas imposer la moindre limite, le moindre garde-fou, rien du tout, au pouvoir exécutif. Et le commandant en chef, c'est littéralement une abdication de sa responsabilité. Ils ont en fait défait tout ce que nos pères fondateurs avaient mis en place en créant ce pays. Et maintenant, ils ont placé le pouvoir, sans aucune ambiguïté, entre les mains d'un seul individu, qui peut littéralement faire tout ce qu'il veut. Que ce soit au Venezuela, en Iran, peut-être même au Groenland ou bientôt à Cuba. Il n'y a plus aucune limite, aucun garde-fou. Et rien que ça, c'est une situation incroyablement dangereuse. Et ensuite, on en arrive à la question, qui est aux commandes? Eh bien, à cause de ça, c'est une seule personne. C'est Donald Trump. Point final. Il n'y a personne d'autre. Alors, on peut dire qu'il est influencé par Benjamin Netanyahou ou par le lobby israélien, et il y a sans doute une part de vérité là-dedans. Mais au bout du compte, c'est lui qui décide. Il porte l'entière responsabilité, parce qu'il détient l'entière autorité. Personne d'autre ne peut le faire à sa place. Ni le secrétaire à la Défense, ni le chef d'état-major interarmé,
ni les dirigeants du Sénat ou de la Chambre. Seul Donald Trump. C'est donc là que tout se joue, et on en est réduit à deviner ce qu'il motive vraiment. Et je pense qu'on ne peut pas parler de tout ça sans reconnaître qu'il y a des signes réels, de plus en plus visibles, parfois, d'un déclin cognitif. Ce qui rend inquiétant le fait que son processus de décision n'est même plus au niveau de ce qu'il était pendant son premier mandat. Et c'est cet homme-là qui décide si on part en guerre ou pas, si on négocie ou non. Et ça, c'est déjà un problème en soi. Absolument, surtout quand on sait qu'il a le bouton nucléaire. Ça change complètement la donne. Vous avez évidemment une expertise militaire considérable, vous êtes un vétéran de combat à 4 reprises, et j'aimerais simplement vous demander, d'après votre évaluation et votre expérience passée dans l'armée américaine, est-ce que les États-Unis peuvent vaincre l'Iran aujourd'hui dans une guerre conventionnelle? Et bien sûr, on ne parle pas ici de l'option nucléaire. Mais est-ce que les États-Unis peuvent battre l'Iran sur le plan militaire? Non, absolument pas. Je vais simplement poser le problème de façon catégorique, le problème militaire. Mettons de côté la morale, même la stratégie. Demandons-nous simplement, est-ce qu'on a la capacité militaire de vaincre militairement l'Iran, comme on l'a fait avec l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale? Vous savez, un scénario où on marche sur Berlin, on prend le pays, il signe une reddition. Ou comme au Japon, par exemple. Clairement pas. Parce que la géographie de l'Iran est telle que le pays est aussi vaste qu'une grande partie de l'Europe de l'Ouest, 4 fois plus grand que l'Irak. Et le terrain est bien plus difficile pour une offensive. Il donne tous les avantages possibles à la défense. Toute la moitié ouest du pays, c'est une succession de chaînes de montagnes. Ce serait presque suicidaire pour n'importe quelle armée. Même avec 1 million d'hommes, ça ne changerait rien. Traverser toutes ces montagnes, ce serait quasiment impossible. Donc, on ne peut pas le faire par voie terrestre. Et on ne peut pas non plus arriver par l'autre côté, même si, disons, on avait encore l'Afghanistan. Parce que, même s'il y a un peu de terrain plat par là-bas, tout est très canalisé. Du coup, ça permettrait à la défense de vous diriger exactement où elle veut, et là, c'est une véritable zone de tir. Donc, impossible aussi de passer par là. Il reste alors le bombardement. Mais peut-on vraiment bombarder un pays de 93 millions d'habitants, avec un relief pareil, et des systèmes souterrains? Parce qu'ils avaient anticipé ça. Ils savaient qu'ils devaient construire des villes de missiles sous terre, à l'abri des bombardements aériens. Et on ne peut pas attaquer ça, même avec une arme nucléaire. Certaines de ces installations sont tellement solides et enfouies si profondément qu'une arme nucléaire ne suffirait même pas à les détruire. Cela veut dire qu'ils auront toujours une capacité de riposte. Donc, si vous ne pouvez pas les bombarder jusqu'à les soumettre et que vous ne pouvez pas non plus intervenir au sol, alors, par définition, vous ne pouvez pas gagner. La seule option, ce serait de leur infliger suffisamment de souffrance pour qu'ils finissent par prendre une décision politique de se rendre. C'est ce que le président Trump espérait. Mais si vous connaissez un peu la culture iranienne, leur histoire, leur endurance face à la souffrance et leur capacité à endurer, vous verriez qu'il serait d'une folie absolue de lancer une guerre en pensant qu'on pourrait leur faire assez mal pour qu'ils se rendent volontairement. Il n'y avait aucune raison de penser que ça allait se passer comme ça. La seule autre possibilité, celle qu'ils avaient peut-être en tête, c'est qu'ils se sont dit « Ah, regardez toutes ces manifestations qui ont lieu, dont beaucoup que nous avons facilitées. » Mais il y avait clairement un courant souterrain. Parce que j'ai parlé avec certains expatriés qui vivent ici, à Washington, et ils m'ont dit qu'il y avait beaucoup de gens qui détestaient vraiment le régime et qui avaient manifesté de temps en temps au fil des années. Mais ça n'a jamais été suffisant pour mettre le pays ou le gouvernement en réel danger.
Alors peut-être que quelqu'un s'est dit, bon, cette fois ça va marcher, on va en tuer assez. Ce sera comme en Libye, avec suffisamment de manifestations. On va les aider, on va venir bombarder quelques cibles, et leurs forces de sécurité ne pourront plus garder le contrôle. Alors le régime tombera. Mais c'était une situation complètement différente. Un pays beaucoup plus petit, avec une population et une culture très différentes. Donc, si quelqu'un pensait ça, il n'aurait pas dû. Et il y avait de bonnes raisons de penser que ça ne marcherait pas. Mais pour revenir à la question d'une victoire militaire, non, il n'y en a pas. Il semble bien qu'on soit sur la voie d'une nouvelle escalade. Quelles sont, selon vous, les prochaines actions militaires les plus probables, à la fois du côté de Washington et de Téhéran? On se base simplement sur ce qui est dit. Le président Trump a déclaré, et beaucoup d'autres l'ont répété, qu'on irait frapper toutes leurs infrastructures énergétiques, qu'on frapperait leurs ponts, leurs installations, tout ce qu'ils utilisent pour en tirer un avantage économique et tout ce qui peut servir à soutenir ou à faciliter leurs opérations militaires, à déplacer leurs forces. On irait là-bas et on détruirait tout ça. Maintenant, si on regarde ça isolément, oui, ça ferait mal à l'Iran. Très mal même. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais même pris isolément, ils ont montré pendant 8 ans de guerre contre l'Irak, une guerre que nous avons aussi soutenue, même quand les Irakiens ont utilisé des armes chimiques et provoqué des destructions massives, tuant des centaines de milliers d'Iraniens. Ils n'ont jamais plié face à ça. Je ne pense pas que qui que ce soit doive croire que ça pourrait fonctionner, même si c'était fait isolément. Mais ce n'est pas le cas. Du côté iranien, ils ont clairement dit « Si vous frappez ces cibles, voici ma liste de cibles, et je vais frapper à travers tout le CCG et Israël. » Ils ont détaillé les sites qu'ils viseraient. Et jusqu'à présent, quand ils annoncent qu'ils vont frapper quelque chose, la plupart du temps, ils le font vraiment. Ils ont clairement la capacité en missiles pour atteindre les cibles qu'ils mentionnent. Des installations pétrolières, des sites énergétiques, des centrales électriques, des navires bloqués dans le Golfe, et bien sûr, les usines de traitement de l'eau, les stations de dessalement. L'Iran a dit, si vous touchez à tout ça, vous en faites une attaque existentielle contre nous. Alors nous en ferons une attaque existentielle contre vous aussi. Et c'est pour ça que ce n'est pas un événement isolé. En apparence, ça ne va pas les pousser à capituler. Mais les dégâts que ça pourrait provoquer dans toute la région à cause de notre attaque seraient tout simplement catastrophiques. Je veux dire, ça pourrait littéralement provoquer un exode massif depuis les pays du Golfe. Parce que si les usines de dessalement d'eau sont touchées et mises hors service, même pour un temps limité, ils n'auront plus assez d'eau pour survivre, pour boire, pour quoi que ce soit. Ils seraient donc forcés de partir en masse. Je ne vois pas comment ils pourraient gérer ça. C'est à ce point-là que la situation est grave. Et il semble que l'Iran soit prêt à jouer cette carte si le président Trump décide de jouer la sienne sur le plan offensif. À ton avis, quel poids les pays du Golfe ont-ils aujourd'hui pour dire « ne reprenez pas les hostilités, nous ne voulons pas tous devenir des réfugiés », puisque, comme tu l'as dit, tout est sur la table si la guerre repart. Eh bien, je veux dire, ils ont leur propre pouvoir de décision. Ils ont cette capacité aujourd'hui. Et tout à l'heure, j'ai déjeuné avec un diplomate d'un pays très ami des États-Unis, ici à Washington. Et ce qui ressort clairement de notre conversation, c'est que la mentalité reste la même qu'elle a été depuis, disons, 7 ou 8 décennies, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est une sorte de réflexe, une soumission presque automatique aux États-Unis. Et même maintenant, alors qu'on voit les coûts s'accumuler et augmenter, pour laisser les États-Unis faire ce qu'ils veulent,
Cela représente pour eux une menace potentiellement existentielle. On n'en est pas encore arrivé apparemment, au moment où quelqu'un va devoir se lever et dire « Président Trump, non, ça suffit ». On aurait pu croire que les Émirats arabes unis y pensaient l'autre jour, quand ils disaient « Peut-être qu'on peut assurer notre propre sécurité à partir d'ici, donc pas besoin que vous reveniez ». Ou encore, ce serait peut-être mieux si on commençait à faire nos affaires en yuan ou dans une autre monnaie que le dollar. Il réfléchissait tout haut, mais personne ne lui a tenu tête. On voit bien que le président Trump pourrait, d'ici quelques heures, dire « oui, je relance tout ça ». Et là, on verrait les réactions. Et du moins publiquement, on n'a vu personne, dans aucun pays du Golfe, se lever pour dire « dis-lui non ». Alors si ça arrive, je pense qu'on franchira un seuil psychologique, et les gens commenceront à le faire. Parce qu'il est clair que, comme vous l'avez dit au début de l'émission, cette guerre n'aurait jamais dû commencer. Il n'y a jamais eu, jamais, de menace existentielle pour les États-Unis. Il n'y a jamais eu de menace imminente contre quoi que ce soit aux États-Unis. Tout ça a été entièrement fabriqué. C'est aussi grave, voire pire, que la guerre d'Irak de 2003 et les fausses armes de destruction massive. Donc ils le savent. Les gens dans la région savent que tout cela était frauduleux. Et si maintenant vous décidez d'y retourner en disant « il faut qu'on y retourne maintenant », eux savent très bien que ce n'est pas nécessaire. Il y a un accord sur la table que vous pourriez avoir. Il suffirait, en gros, de donner quelque chose à l'Iran pour obtenir quelque chose en retour. Mais vous refusez de céder quoi que ce soit. Pourtant, ils voient bien qu'il y a une option possible. Et si vous choisissez encore une fois de ne pas la saisir et de relancer la guerre, c'est eux qui en subiront les conséquences. Je pense qu'après ça, il y aura une rupture. Mais le coût, à ce moment-là, pourrait être énorme. C'est vraiment regrettable qu'il faille en arriver là avant que quelqu'un se lève enfin pour défendre son propre pays. Je sais que beaucoup de familles de militaires américains se demandent sans doute en ce moment si une invasion terrestre est toujours envisagée, au cas où la guerre reprendrait. Vous pensez que c'est le cas? Vous croyez que c'est l'une des options que l'administration Trump envisage? Je ne pense plus, non. Je crois que ce qui s'est passé avec ce sauvetage chaotique du pilote abattu, je crois que c'était un pilote de F-16, a vraiment tout changé. Il y avait le pilote avant et le pilote arrière, et il a fallu aller les récupérer. Et le deuxième sauvetage a coûté une fortune, avec 4 avions MC-130J, ces gros quadrimoteurs à hélice, plus 4 hélicoptères et des débris partout au sol. D'après ce qu'on m'a dit, quelqu'un qui a un certain accès à la Maison-Blanche, ça l'a vraiment effrayé. Il a compris qu'ils étaient à 2 doigts d'avoir plusieurs prisonniers de guerre, ce qui aurait été un cauchemar en termes d'image pour les États-Unis. Et apparemment, pas mal de gens à l'intérieur lui disent qu'il leur faut absolument une cible au sol, n'importe laquelle. L'île de Karg, Keshm, ou même cette idée absurde de reprendre du matériel nucléaire quelque part dans le pays. Mais toutes ces options entraîneraient d'énormes pertes et auraient très peu de chances de réussir. Alors je pense que quelqu'un a peut-être enfin réussi à faire comprendre au président Trump que ce n'est pas un risque à prendre. Pour l'instant, je crois qu'on va probablement éviter ça, à moins qu'il ne se passe quelque chose de complètement fou. À ce stade, à quoi pourrait bien ressembler une sortie réaliste de cette situation? On a l'impression que personne ne parle vraiment d'options de désescalade. Les négociations auront peut-être lieu ou peut-être pas, et la délégation américaine irait de toute façon, probablement avec des attentes peu réalistes. Alors, concrètement, quelle serait cette sortie réaliste aujourd'hui?
Eh bien, parce que nous avons déjà déclenché cette guerre et qu'à présent, nous avons ouvert la porte à l'Iran pour qu'il prenne le contrôle physique du détroit, ce qu'il n'avait jamais fait en 47 ans et qu'il n'aurait jamais fait si nous ne les avions pas poussés dans une situation où c'était presque leur seule carte à jouer. Mais puisque c'est ce que nous avons fait, maintenant, impossible de leur faire lâcher prise. Il n'y a aucune option militaire qui puisse les forcer à retirer leurs mains de là. Donc voilà, c'est une nouvelle réalité et il va falloir qu'on l'admette. Et je pense que pour l'avenir prévisible, même si nous redevenions un peu raisonnables sur le plan diplomatique, l'Iran dira « Très bien, on peut parler d'enrichissement ». On peut parler d'une partie de ce matériau retraité. Apparemment, ils sont prêts à dire « Bon, on pourrait peut-être le faire passer de 60 à 20%, voire un peu moins, sur une certaine période. » Et ils pourraient aussi réduire l'enrichissement, qui est actuellement à 60%, pour revenir à 3,67%. Ils pourraient même revenir complètement au niveau du JCPOA d'autrefois. Il y a une marge pour ça. Mais je ne pense pas qu'il y ait la moindre marge pour qu'ils disent « Vous pouvez prendre notre matériau retraité. » Et nous, on revient simplement au statu quo d'avant. Le détroit reste ouvert et personne ne fait rien à ce sujet. Je pense qu'ils vont dire « On va installer un péage comme forme de réparation. » Parce que c'est l'une des choses qu'ils considèrent aujourd'hui comme non négociables. Ils affirment que les dégâts qu'ils ont subis à cause de la guerre que vous avez choisie sont désormais tellement énormes qu'il faudra forcément des réparations. Et que ce soit sous forme d'argent que vous leur versez, du dégel de leurs avoirs bloqués, ou bien en installant un péage pour encaisser, disons, 1 ou 2 millions de dollars par navire qui passe pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'ils estiment avoir récupéré le reste. Je ne sais pas. Mais à mon avis, c'est une possibilité. La vraie question c'est, est-ce que les États-Unis reconnaîtront jamais ça? Le président Trump a catégoriquement dit non, non, non. Quand on lui a posé la question il y a 2 jours, il a répondu qu'il ne le ferait pas. Aucune chance, absolument zéro. Donc pour l'instant, il ne semble vraiment pas y avoir la moindre possibilité. Mais Trump reste la personne la plus célèbre de la planète. Il a déjà changé d'avis, alors peut-être qu'il en viendra à une autre conclusion plus tard. Mais vous demandiez s'il y avait de vraies pistes diplomatiques possibles. Eh bien, il y en a une, que les Iraniens acceptent certaines choses, un peu plus qu'ils ne le voudraient, à mon avis. Mais sur la question du retraitement, sur ce qu'il reste de ce matériau retraité, sous une forme ou une autre, et sur le contrôle du détroit, je ne pense pas qu'ils soient prêts à négocier ou à céder là-dessus. Lieutenant-colonel Daniel Davis, c'est toujours un plaisir d'entendre vos analyses et de bénéficier de votre expertise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et j'ai hâte de vous retrouver à nouveau. Merci beaucoup. J'ai hâte d'y être. À la prochaine.